je débuterai par un partage de mon rapport à la recherche et son objet. S'ensuivra une exploration détaillée de ma problématique et des hypothèses qui s'y adjoignent. Ensuite, je décrirai mon choix d'opter pour la démarche hypothético-inductive. Dans le chapitre 2, qui sera lu par Noan Cunin, je proposerai cette fois une présentation des auteurs et théories principales qui nous accompagneront durant cette recherche. Enfin, étant donné que nous nous inscrivons particulièrement dans le champ d'une psychanalyse en extension, KS, nous explorerons si le couple peut ou non être considéré comme un groupe à deux au regard des travaux des groupes analystes ayant pensé la coupalité. Chapitre 1. Méthodologie de la recherche. Sous-partie 1.1. Le rapport du sujet-chercheur à l'objet de la recherche. Cet objet de recherche qui nous accompagnera durant des années, peut-être même une vie, devient un compagnon de route sibyllin, tantôt haï, tantôt aimé. On se lie à lui. La recherche doctorale est une aventure qu'on partage avec cet objet. Peut-être même avons-nous plus d'intimité avec lui qu'avec quiconque. Il nous révèle à nous-mêmes en même temps qu'il nous éloigne de nos certitudes. En somme, il s'inscrit progressivement comme un élément propre de notre identité. Il est agissant en nous, à travers nous, indépendamment de nous. Nonobstant, ce n'est pas qu'une aventure individuelle. La recherche impacte notre vie privée, comme lorsque la pendule de l'horloge ne compte plus. Notre famille, nos partenaires, nos amis ne diront probablement pas le contraire. À ce titre, je remercie mon entourage d'avoir adapté son quotidien afin de rendre le mien moins tourmenté. La recherche influence également notre vie professionnelle. Pas à pas, elle dessine de nouvelles ambitions cliniques, nous offre de nouvelles opportunités professionnelles, si ce n'est des rencontres humaines inespérées. La thèse est un voyage plus qu'un projet académique à mon sens. Bien qu'elle soit la première étape du parcours du chercheur, n'est-elle pas surtout celle qui favorise sa chrysalide? La sublimation au service du faire culture. Le couple. Ce thème est évidemment loin d'être anodin ou équivoque. Comme chaque sujet de recherche, sans doute, est-il motivé par des questionnements personnels. Me concernant, il tente probablement de mettre du sens sur des éléments de mon vécu, d'éclairer des zones d'ombre, si ce n'est d'explorer mon histoire sous un prisme différent. Je vois un aspect cathartique à l'élaborer au sein du laboratoire de l'université. Cela apporte un adossement institutionnel et donc un cadre sécurisant voire contenant. D'une certaine manière, ce travail doctoral convoque en fond un espoir de résilience, si tant est que ce sujet revêt un caractère traumatique. À ce propos, si je devais titrer mon rapport à l'objet de ma recherche, je me référerais à une phrase de Boris Cyrulnik que j'affectionne, ouvrez les guillemets, tout homme blessé est contraint à la métamorphose, fermez les guillemets. Cela résonne également avec le postulat freudien en ce qui concerne la sublimation. Dans Malaise dans la civilisation, il souligne que pour dompter ses souffrances, l'humain peut, lorsque cela lui est possible, déplacer sa libido sur l'intellect. J'y souscris. Je suis forcé de constater que le chercheur est ce penseur en quête de vérité, dont les besoins précoces insatisfaits se sont déplacés par l'action de la sublimation sur un autre objet, ici la thèse, octroyant une satisfaction relativement suffisante, bien que relative comparativement à notre besoin originel. C'est une manière de conjuguer avec le réel. Procédé plus fécond que celui qui consiste à recourir à la sublimation de ses souffrances en appréhendant la réalité comme l'ennemi à abattre. Mécanisme où nous prendrions le risque d'être gouvernés par une pulsion ressentimiste, où le sujet s'emploie à transformer ce monde en édifiant, j'ouvre les guillemets, à sa place un autre, dont les aspects les plus pénibles seront effacés et remplacés par d'autres conformes à son propre désir. Fermez les guillemets, Freud. Nous connaissons hélas les répercussions tragiques qu'ont sur les civilisations, les institutions, les groupes, les liens, les sujets, ce type d'entreprise de plus en plus légion aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, aussi intime que soit le motif de ma recherche, il m'a paru important de l'identifier pour qu'il ne devienne pas un simple substitut thérapeutique, voire une manière de me réparer, m'élucider par le biais de la réflexion. Il va de soi qu'aucune recherche n'est désintéressée. C'est pourquoi il est important que l'intéressé de celle-ci sache se mettre à bonne distance de son objet pour la conduire avec discernement. Me concernant, il m'a fallu me dégager de mes turpitudes, identifier ce que je cherchais à me prouver, pour pouvoir entreprendre mon élaboration placidement. À cet effet, j'insiste sur l'importance qu'a eu mon expérience de master de recherche, mon travail analytique personnel, tout comme l'accompagnement de ma directrice de thèse, Aurélie Morin, si ce n'est mon entourage proche. Item 1.1.2. La solitude du chercheur, face aux questions, sans réponse. Le couple étant un sujet universel, en ce sens qu'il est propre à tous les hommes, à l'ensemble des sociétés humaines, ce sujet m'a permis d'avoir des témoignages divers et variés aisément. J'ai pu exposer l'avancée de mes réflexions, sans difficulté, à une population hétérogène. Tout ceci pour dire qu'il est aisé de débattre sur l'objet de ma recherche avec qui que ce soit. Il y a un pendant à cela.
Chacun a sa définition du couple, chacun a ses représentations, ses expériences et son avis sur la question de son destin, notamment en ce qui concerne l'exclusivité en son sein. Il me fallut alors faire preuve de vigilance quand les certitudes des uns gommaient l'appréciable et nécessaire nescience, Jean Kelevitch, des plus nuancées. Élaborer une recherche sur cette thématique de l'exclusivité coupable, partager l'avancée de celle-ci à autrui, m'a confronté à mes résistances et impensés, notamment lorsqu'ils se heurtaient à ceux de mes interlocuteurs. Bien qu'il fût enrichissant de pouvoir échanger autour de mon sujet auprès de personnes diverses et variées, il n'en reste pas moins que cela m'a placé, parfois, dans une relative solitude. Solitude puisque nombreuses furent les personnes qui espéraient obtenir des réponses et clés pour prolonger leur vie de couple à mon contact. Dès lors que l'on fait une recherche sur celui-ci, on peut être assigné à la position de l'expert ayant les moyens et techniques pour sauver, préserver, aider, voire pire, conseiller les couples. Il m'est paru important de ne pas tomber dans le piège de l'omnipotence que me tendaient mes divers interlocuteurs. Sans quoi, je me serais risqué à fétichiser l'objet de ma recherche en me plaçant en position de sachant. Malgré la tentation, j'ai défendu la position de celui qui cherche à savoir ce qu'il ne sait pas, ce qui suppose que j'ai soutenu le fait que je n'ai aucune réponse, mais simplement des pistes de réflexion et des axes de travail sur le destin de l'exclusivité. Une phrase de Gaston Bachelard résume, à mon sens, prodigieusement cette menace qui plane au-dessus de la mine du chercheur. Ouvrez les guillemets. Il vient un temps où l'esprit aime mieux ce qui confirme son savoir que ce qui le contredit, où il aime mieux les réponses que les questions. Fermez les guillemets. Pour ne pas m'engouffrer dans cette voie glissante, le chercheur en herbe que je suis a tenté d'avoir le courage de la nuance, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Jean Birnbaum, c'est-à-dire d'accueillir ma conflictualité interne. Accepter de mettre en énigme mes postulats personnels grâce aux rencontres cliniques qui me furent offertes. Entretenir le doute afin d'éviter la folie des certitudes, nous dirait Nietzsche. En résumé, j'estime que c'est un mal bénéfique que d'envisager une recherche comme le moyen de répondre à des questions qui en poseront de nouvelles. C'est probablement une nécessité face aux exigences de notre époque, celle des avis tranchés, de la réaction, des réponses fixes, des arguments péremptoires et des positions figées. À bien y regarder, en avançant ceci, ne suis-je pas moi-même aux prises avec ce que je déplore? Cet exercice doctoral parlera probablement pour moi. Afin de ne pas m'épancher outre mesure sur ces considérations quelque peu introspectives, je souhaite à présent donner à voir la manière dont j'ai élaboré ma problématique avant de la partager. Ensuite, j'entends explorer les hypothèses qui jalonneront cet écrit. Sous-partie 1.2. L'élaboration d'une problématique et d'hypothèses de travail. La sous-partie précédente s'est attelée à proposer une rétrospective de mon rapport à l'objet de la recherche et mon vécu de jeune sujet-chercheur. Désormais, je propose une exploration de ma problématique, des questionnements s'y adjoignant et des hypothèses qui l'étayeront. Avant cela, je propose au lecteur une brève rétrospective de mes a priori avant mon arrivée en thèse, c'est-à-dire lors de mon Master 2 recherche. Item 1.2.1 Rétrospective de l'expérience en Master 2 recherche. À l'origine, c'est-à-dire à la suite de mon Master 2 recherche 2020, mon hypothèse principale, à peine kaysienne, était le couple n'a pas d'avenir dans la société contemporaine au regard de l'effritement des garants métasociaux et métapsychiques qui accompagnent la ruine des idéaux procédant de l'affaiblissement des métacadres institutionnels de la coupalité. Je supposais que l'extraconjugalité, procédant d'une infidélité, motif fréquent de rupture, était le symptôme paradigmatique de la non-pérennité du lien coupable, mais non sa cause fondamentale. Que la réelle raison pour laquelle le couple serait une relation vouée à l'échec, sur le long terme, procéderait du fait qu'elle ne peut survivre à l'épreuve du temps. La question de l'exclusivité m'apparaissait davantage comme un argument parmi d'autres qui étayerait ma démonstration selon laquelle, j'ouvre les guillemets, quelle que soit la configuration, le couple n'a point d'avenir. Fermez les guillemets. En écrivant ces lignes, je mesure le cynisme de mon a priori de départ. Les couples non exclusifs, comme les polyamoureux, me semblaient alors être un contre-exemple paradigmatique d'une tentative vaine de sauver le couple de sa mort inéluctable. Cela en tentant d'évincer l'une de ces menaces archétypales, l'adultère. Je comptais m'appuyer sur ces relations non exclusives au détour de quelques lignes. J'imaginais qu'il s'agirait d'une sous-partie justificative marginale de mon élaboration, d'un cas particulier révélateur de notre impuissance à maintenir un lien indéfectible lorsqu'on est en couple, d'un cas particulier qui se noirait parmi d'autres. Et pourtant, moi qui étais persuadé qu'il ne s'agirait que d'un item mineur de mon investigation, il tiendra finalement une place centrale au sein de cette thèse. Si je me suis intéressé, avec ce flegme d'apparat, aux relations non exclusives, c'est parce que je pensais qu'à travers ces protagonistes, je pourrais démontrer que même ceux héros courants ne parviennent pas à survivre à l'épreuve du temps. Seulement, dans mon contact clinique prolongé auprès de ces sujets,
mais aussi grâce aux rencontres et activités cliniques auprès de couples de type non exclusif perdurant, je dus me rendre à l'évidence. L'objet de ma recherche n'était pas celui-là. Je n'appréhendais pas l'exclusivité, ou son absence, comme l'un des motifs de la non-pérennité du couple. Je l'envisageais en réalité comme un levier afin d'interroger ce qu'il advient de la dynamique du lien en fonction de la manière dont elle est considérée dans tel ou tel modèle de couple. C'est à partir de cette prise de conscience que débuta, réellement, mon élaboration doctorale. Il est bientôt temps de présenter la problématique qui organisera notre travail. Avant cela, il me semble nécessaire d'expliquer la manière dont elle s'est imposée à moi, c'est-à-dire de présenter le cheminement personnel qui m'y a conduit. Item 1.2.2. De ma question à la question ou la transformation du cas fondateur en cas eureka. Rétrospectivement, je comprends que la problématique qui m'a conduit en doctorat, pourquoi le couple ne peut-il durer dans notre société contemporaine, était ma question. Je me souviens du sourire en coin sur le visage de ma directrice de thèse lorsque je lui ai soumis, avant même que ne s'engage mon cursus doctoral. L'air de rien, elle m'a rétorqué une formule dont je prends la mesure aujourd'hui. En substance, elle disait « Le parcours de thèse vous apprendra à faire la nuance entre votre question et la bonne question ». Le temps faisant son œuvre, il semblerait que je sois parvenu à opérer ce passage. De ma question, j'ai cheminé jusqu'à la question de cette recherche. Elle interrogera ce que l'exclusivité a à nous apprendre sur le devenir du lien coupable. Plus précisément, la question de cette recherche se formule comme suit. La non-exclusivité relève-t-elle d'une paradoxalité dans le lien sujet-objet procédant d'une souffrance identitaire narcissique? C'est-à-dire, le fait que le sujet noue une pluralité de liens auprès de divers objets est-il à entendre, paradoxalement, comme la manifestation d'un raté de la rencontre de l'essentiel de l'autre? Je crédite ici Aurélie Morin-Souvigné de la formule « le raté de la rencontre de l'autre ». Cette question, que nous aurons l'élégance de nommer problématique dans le cadre de ce projet universitaire, nous demande de définir une notion, celle de souffrance identitaire narcissique. Cette définition sera ici succincte, car l'ensemble de notre argumentaire a vocation de l'enrichir. Pour l'heure, nous nous rangerons à la proposition de René Roussillon, pour qui la souffrance identitaire narcissique implique que certains pans de la vie psychique ne sont pas refoulables parce qu'ils ne sont pas représentés, bien qu'ils soient inconscients, c'est-à-dire non intégrés dans la subjectivité. Il ajoute que ces expériences psychiques inconscientes, bien que non refoulées, affectent le narcissisme et le rapport au manque d'une toute autre manière que ce qui est représenté et refoulé. Elles sont à l'origine de ce que j'appelle les souffrances identitaires narcissiques, celles qui sont plus caractérisées par le manque à être que par le manque dans l'être. Cela étant dit, notre problématique étant partagée, elle sera soutenue par 4 questionnements qui en consolideront l'armature. Ces derniers s'organisent comme suit. Premier questionnement. En quoi les types de couples, exclusifs ou non exclusifs, peuvent-ils renseigner le clinicien sur les conflits narcissiques peuplant l'espace intersubjectif des couples contemporains, en fonction de leur configuration relationnelle, polyamoureuse, traditionnelle, couple libre, etc. Ce questionnement postule que l'exclusivité et son inverse configureront de manière spécifique la dynamique du lien au sein du couple, et produira des conflits narcissiques, voire identitaires, particuliers. Pour l'argumenter, nous dresserons une typologie des configurations coupales hypermodernes. Deuxième questionnement. Quelles sont les mutations socioculturelles qui traversent le couple contemporain en termes d'exclusivité et quelles en sont les conséquences sur la dynamique du lien, exclusif ou non exclusif, hypermoderne? En ce sens, j'interrogerai les transformations traversant le champ du couple. C'est là la thématique de ma recherche. Au sein de notre cadre culturel hypermoderne, c'est ici le contexte anthropologique de ma recherche. Nous postulons que l'effritement des métacadres psychiques et sociaux, KS, des institutions référées au couple, telles que le mariage promouvant le devoir de fidélité, favorise l'émergence de conduites non exclusives. Il nous restera à déterminer dans quelle mesure cela met au travail le narcissisme du sujet et si cela engage, voire procède, de souffrances identitaires. Troisième questionnement. En quoi les modalités de couple reposant sur la non-exclusivité sont à appréhender comme un moyen de gratifier le sentiment narcissique des sujets en proie à des souffrances identitaires narcissiques? Nous postulons qu'un nouveau profil de sujet émerge dans notre civilisation en raison de l'affaiblissement des piliers séculaires du couple, à l'instar du mariage qui portait des valeurs limitantes mais non moins structurantes. Exemple, indissolubilité du lien, devoir de fidélité, respect réciproque, etc. Ce profil nouveau suppose un sujet émancipé face à la précédence, donc autonome, Castoriadis, et où les questions touchant à l'élucidation de soi ne sont plus cherchées à l'extérieur mais en lui-même, Aubert, favorisant la recherche effrénée d'un comblement narcissique, Christian David.
Ce sujet des affiliés d'une trame symbolique partagée et plaçant sa réalisation individuelle au sein d'une dynamique du lien sera nommé, durant cet écrit, le pur sujet swaïque, à défaut d'une formule plus générique comme l'hypercontemporain. Je remercie à ce titre le professeur Jean-Pierre Pinel de m'avoir soutenu et d'avoir contribué à l'élaboration de cette formule lors de nos échanges post-master 2 recherche. La fin du chapitre 5 sera entièrement consacrée à ce profil et contribuera à définir, comme à préciser, ses caractéristiques. Quatrième questionnement. Un ou des événements traumatiques précoces vécus par le sujet jouent-ils un rôle dans son choix d'opter pour la non-exclusivité? En lien avec notre proposition au paragraphe ci-dessus, nous explorerons les effets de chaque configuration relationnelle du couple sur les instances intrapsychiques des sujets du couple et leur retentissement sur la dynamique de leur lien coupable sur le plan intersubjectif. Cela implique que cette recherche intégrera des réflexions psychopathologiques tout en soutenant une approche épistémologique s'inscrivant dans le champ d'une psychanalyse en extension, qu'est-ce? Précisons d'ores et déjà que nous envisageons le traumatisme comme une contraction de la vie psychique du sujet. En ce sens où, comme Freud l'a démontré en 1905, le traumatisme est une notion économique. Paul-Claude Racamier résume fidèlement ce postulat. Ouvrez les guillemets. Le traumatisme, dans sa dimension économique, est destiné à définir une quantité d'excitation que l'organisme physique et psychique n'est pas en mesure de métaboliser. Le traumatisme, c'est l'excès, étant bien entendu que cet excès est relatif à la capacité actuelle du sujet de lier, psychiquement, cette quantité. Fermez les guillemets. Soulignons que cette question de l'actuel est essentielle dans la clinique du trauma, en ce sens où le caractère principal du traumatisme est d'être traduit par un vécu immédiat d'effondrement, vécu condensant dans l'actuel les effondrements antérieurs non mis au passé. Ajoutons, en référence cette fois aux travaux de Louis Lecroc, que nous pouvons définir le trauma comme, ouvrez les guillemets, un phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations violentes afférentes à la survenue d'un événement agressant ou menaçant pour la vie ou l'intégrité, psychique ou physique, d'un individu qui s'y est exposé comme victime, témoin ou bien acteur. Fermez les guillemets. Tout cela étant dit, notre problématique et les questionnements s'y adjoignant étant présentés, je partagerai désormais les hypothèses qui en découlent. Item 1.2.3. Les hypothèses de travail. Dans le souci de ne pas divulgacher la succession de mes réflexions au cours de cette recherche, je resterai relativement discret quant à la suite logique avec laquelle ces hypothèses s'organiseront. Néanmoins, afin de respecter la rigueur qu'impose une élaboration doctorale, j'entends en livrer la substance vive. Afin de répondre à la problématique qui nous occupe, voici les hypothèses qui rythmeront la recherche. Elles s'organisent autour de 3 axes, le groupal, les souffrances identitaires narcissiques et l'institutionnel. Ces axes seront interrogés de manière interférente. Première hypothèse de travail. La naissance d'un lien coupal implique une forme de non-exclusivité. Pour que le couple acquiert une méta-représentation de lui-même, il faut, préalablement, qu'il soit reconnu comme tel sous le regard d'un ou de plusieurs tiers. Deuxième hypothèse. La non-exclusivité a parfois une fonction contraphobique se mettant au service de la non-élaboration d'un ou d'événements traumatogènes, souvent précoces, de certains sujets, événements dont procède justement leur souffrance identitaire narcissique. Troisième hypothèse. Toutes les personnes optant pour la non-exclusivité coupable n'ont pas une pathologie identitaire narcissique, mais cette dernière explique régulièrement le choix de certains sujets pour la non-exclusivité, en particulier si ces derniers ont connu une expérience traumatique précoce. Nous y reviendrons concrètement dans la partie 5, mais pour l'heure soulignons que d'après nous, les pathologies identitaires narcissiques procèdent de souffrances identitaires narcissiques, Roussillon. De même, nous postulons que la pathologie identitaire narcissique a comme caractère principal de procéder régulièrement d'un traumatisme primaire. Les psychanalystes ancrent les causes de ces souffrances dans la perturbation de la relation de l'enfant à son objet premier et dans des expériences traumatiques primaires de manque d'objet. Les chapitres 10 et 11 s'emploieront à invalider ou valider ce postulat. Quatrième hypothèse. La non-exclusivité est le symptôme d'une forme contemporaine d'antisocialité dans le champ du couple, en particulier chez les sujets ayant une pathologie identitaire narcissique, formant ainsi une communauté antisociale. Nous y reviendrons concrètement dans la partie 3, 4 et 5. Cinquième hypothèse. La mutation des normes d'exclusivité dans notre cadre socioculturel favorise l'émergence de nouvelles institutions de la non-exclusivité pouvant impacter nos relations objectales, notamment monogames. Nos hypothèses étant désormais précisées, nous allons dans la sous-partie à venir présenter les méthodes d'investigation grâce auxquelles nous pourrons les mettre en discussion. Sous-partie 1.3. La démarche hypothético-inductive et éthique de la recherche.
Cette partie est une présentation détaillée de la démarche employée durant cette recherche, des méthodes mobilisées, terrains investigués et publics fréquentés. Sera incluse également une réflexion sur les freins et leviers inhérents au dispositif dont sont extraites nos données. Aussi, l'ensemble de notre élaboration à venir sera vivement coloré de réflexions autour de l'éthique de la recherche. Item 1.3.1. La démarche hypothético-inductive. Comme nous le verrons, en fonction des publics et des terrains investigués, des éléments recherchés et des hypothèses élaborées, différentes méthodes seront mobilisées durant cette thèse. Elles s'inscrivent dans une perspective de recherche qualitative majoritairement. Danzier et Lincoln la définissent comme, j'ouvre les guillemets, une multiméthode qui implique une approche interprétative et interdisciplinaire d'objets étudiés dans leur contexte naturel. Elle vise à faire sens, à donner du sens aux phénomènes en fonction des significations que les sujets leur donnent et selon les termes qu'ils utilisent pour cela. Fermez les guillemets. Il me semblait nécessaire, voire fondamental, de ne pas poser d'a priori théorique fort spécifique en entamant ma recherche, mais de me laisser surprendre par les terrains investigués, publics rencontrés et expériences cliniques éprouvées, d'où mon choix de cette approche. De surcroît, la coupalité est un champ de recherche qui concerne la vie quotidienne, si bien qu'il appelle à des valeurs, principes et représentations spécifiques subjectives en fonction des sujets, de chaque couple et de l'environnement socioculturel concerné, la France métropolitaine dans le cas présent. De fait, une recherche qualitative s'inscrivant dans une démarche hypothético-inductive me paraît adaptée pour quiconque cherche à dégager un raisonnement visant à étudier la vie quotidienne comme lieu où se construisent et se développent les différentes dimensions qui constituent le monde humain. Anandon et Guillemette. En ce sens, elle contribue, la démarche hypothético-inductive, à donner à voir une triple dimension dans le rapport que nos contemporains ont envers la norme d'exclusivité dans le couple. Une dimension intrapsychique, intersubjective et transsubjective. Ces trois niveaux d'exploration, considérés dans une approche kaysienne d'une psychanalyse en extension, impliquent que j'interrogerai ce qui se joue spécifiquement au sein de chacun de ces niveaux et que je tenterai d'interroger leur nouage, opposition, voire point de recouvrement, si ce n'est les paradoxes qui émergent à partir de leur étude. Pour le dire plus simplement, la démarche hypothético-inductive est envisagée, dans cette recherche, comme une manière de concevoir l'expérience de vie des sujets, inscrits dans le champ relationnel particulier du couple, comme un objet de connaissance. La démarche inductive suppose, en filigrane, une analyse processuelle du passage du particulier vers le général, Anandon et Guillemette. En lien avec cette démarche hypothético-inductive, je propose désormais de présenter les terrains et publics fréquentés avant d'explorer les méthodes afférentes à la perspective inductive, à savoir les entretiens non directifs de recherche et l'observation participante. Investigation en lien avec mon activité professionnelle. Dans le cadre de mon activité professionnelle de psychologue clinicien, thérapeute de couple, enseignant formateur et superviseur des pratiques, je suis amené à accompagner différents sujets autour de la thématique du couple. Afin d'être le plus précis possible sur les différentes activités que je conduis, de donner à voir les spécificités des terrains et les profils des publics fréquentés, voici une brève rétrospective de ma clinique. En tant que psychologue clinicien et thérapeute de couple, j'accompagne en libéral, depuis 2022, à raison d'une fois par semaine des patients dans le cadre de psychothérapie individuelle, adolescents et adultes, et de thérapie de couple. Dans la sphère individuelle, la question du couple s'invite régulièrement au sein des séances, mais apporte un mince contenu remobilisable dans cette recherche. C'est davantage la thérapie de couple qui nourrit substantiellement ma thèse, en particulier si je souhaite être congruent avec l'objet de celle-ci, qui concerne les conséquences de l'exclusivité ou non-exclusivité affective et ou sexuelle sur la dynamique du lien de couple. À ce titre, deux types de couples consultent en lien avec cette centration. Le premier concerne ceux étant inscrits dans des relations plurielles, polyamour, voire couple libre, qui se présentent fréquemment avec la demande de trouver ou retrouver un juste accordage dans leur lien coupable, en particulier lorsque cette modalité laisse apparaître des tensions, déséquilibres ou perplexités. Le second type de couple que je reçois, en lien avec la thématique de l'exclusivité, sont ceux que nous pourrions qualifier de traditionnels ou exclusifs. Ils consultent principalement en raison d'une crise conjugale procédant d'un adultère et ou pour donner suite à une mésentente sexuelle posant la question de l'externalisation éventuelle de la relation, si ce n'est de sa cessation. En tant que superviseur et analyste des pratiques professionnelles, j'accompagne des travailleurs et travailleuses œuvrant au sein d'institutions de la mésinscription, Alain Noël Henry, à l'instar de la protection maternelle infantile et de l'aide sociale à l'enfance. Mes employeurs sont alors les conseils départementaux. Voici les différentes activités que je conduis dans ce cadre. Des supervisions individuelles auprès de conseillères conjugales et familiales œuvrant en PMI et des psychologues, aide sociale à l'enfance, ASE. Dans le cadre de ces séances, nous élaborons sur des situations cliniques qu'ils ont rencontrées et dont le retentissement émotionnel fut souvent important. Mon intervention vise à leur permettre de questionner leur positionnement dans leurs consultations auprès des couples et ou des familles et d'interroger la dynamique transféro-contre-transférentielle en jeu dans telle ou telle situation, de repérer son intrication éventuelle avec le cadre institutionnel.
Supervision collective. Je conduis ce dispositif depuis 2020 auprès de conseillères conjugales et familiales, auprès des infirmiers du pôle santé adolescent adulte, des psychologues de l'ASE et enfin de médecins généralistes accompagnant des familles et ou des jeunes relevant de l'ASE. Dans le cadre de ces séances, en situation plurisubjective, l'intérêt est proche de celui précédemment décrit. S'y ajoute une dimension institutionnelle et groupale prépondérante. Institutionnellement, nous tentons de saisir de quelle manière ces professionnels peuvent conduire leur action avec les éventuelles contraintes organisationnelles de leur territoire, en termes notamment de dynamique partenariale ou de rapport à la hiérarchie. Groupalement, mon action s'axe principalement sur l'échange des pratiques afin de fédérer, entre autres, un faire équipe, de repenser certains gestes de métier et de remettre du sens sur leur mission. Tout ceci s'articule à la perspective de renforcer chacun dans son sentiment d'appartenance, à son métier, en explorant les valeurs, principes, idéaux qui l'y logent, au collectif professionnel, en favorisant des réflexions pluridisciplinaires, transdisciplinaires et ou interdisciplinaires. Et enfin, à l'institution employeur, en élaborant la manière dont l'ensemble s'organise autour d'un méta-attracteur qu'est la tâche primaire, nous y reviendrons. Indépendamment de cette activité de superviseur, je suis aussi enseignant-formateur, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, et parfois communicant en colloque. Revenons-y. À raison d'environ une fois par semaine, de 2022 à 2024, j'ai dispensé 2 cours. Devenir praticien du couple et de la famille et devenir praticien du couple auprès de l'organisme CNPG Conseil. Ces cours s'adressent à des adultes en reconversion professionnelle ou travaillant dans le secteur de la coupalité, souhaitant développer des compétences en la matière. Le tout par le biais de l'approche psychanalytique. À l'issue de leur cursus, ils obtiennent une certification de participation. Il ne s'agit nullement d'une formation diplômante. Lors de ces sessions, je transmets aux stagiaires des apports théoriques divers en lien avec la thématique du couple et les soutiens afin qu'ils identifient le positionnement professionnel relativement adapté pour conduire des consultations de couple ou de la famille. Par ailleurs, depuis 2023, je dispense un cours auprès de l'EPE, École des parents et des éducateurs, auprès des conseillères conjugales et familiales. Le cours s'intitule Couple et infidélité. À l'EPE, je suis aussi responsable du module de psychologie dans la filière des futurs médiateurs familiaux. Ces activités s'inscrivent directement dans le contenu de ma thèse, puisque je mets à l'épreuve du réel mes avancées clinico-théoriques. Dans le même temps, en soumettant mes avancées à l'épreuve du réel, en les communiquant aux étudiants, cela m'aide à re-questionner mes a priori de recherche. En cela, cette activité d'enseignant-formateur contribue à ce que mes élaborations doctorales ne soient pas hors sol et nourrit mon projet professionnel de me spécialiser dans le champ du couple et de l'enseignement. Par ailleurs, mon contrat d'ATER à l'Université d'Angers m'a permis de présenter, à quelques occasions, mes recherches auprès des étudiants de la faculté. Pareillement, à l'Université Sorbonne Paris-Nord 2023, j'ai eu l'occasion d'intervenir bénévolement dans le cours magistral Psychopathologie du lien social, conduit à l'époque par Hubert Chatrousse, afin de présenter des axes de ma thèse en lien avec cette thématique. Dans un cas comme dans l'autre, cela est particulièrement riche. D'une part, parce que cela oblige à circonscrire certains aspects de sa recherche afin de respecter une certaine centration en lien avec l'objet de la discipline dispensée. D'autre part, car les réactions, questions ou perplexités exprimées par l'auditoire permettent de sans cesse réinterroger ses propres a priori. Enfin, et dans la continuité de ces éléments, propres à l'exercice de la transmission, certaines interventions en colloques et séminaires que j'ai réalisés furent de fabuleux moyens de communiquer synthétiquement mes travaux. Le fait de les présenter, face et en compagnie de ses pairs, participe naturellement à soutenir et argumenter ces élaborations rigoureusement. De même, les différentes approches et ou axes d'exploration des thématiques des uns et des autres participent à soutenir l'interdisciplinarité sur tel ou tel objet de recherche. En cela, ma communication au colloque international de Sao Paulo et celui organisé par le réseau Groupe et Liens Intersubjectifs en 2024 furent des expériences marquantes de mon aventure doctorale. Tout cela m'amène maintenant à réfléchir aux engagements éthiques du psychologue dans son intrication à la question de la transmission. Cette rétrospective de mon activité professionnelle, en lien avec ma thèse, m'amène à penser que cet exercice doctoral m'a permis de naviguer au sein de 3 engagements éthiques fondamentaux du métier, si ce n'est de la vocation, de psychologue. Soigner, chercher, enseigner. Ces engagements éthiques furent développés par Aurélie Morin-Souvigné dans son HDR en 2021. À la lecture de ce dernier, je n'eus plus que souscrire à sa vision que je partage. L'engagement éthique premier du psychologue, nous dit-elle, demeure de prendre soin. Ma clinique en libéral et auprès des groupes institués s'inscrit dans cette perspective. Seulement, comme l'autrice le souligne, en l'absence d'une élaboration quant à la manière dont le psychologue prend soin du prendre soin, il encourt le risque de s'éloigner de cet engagement éthique premier. En cela, la recherche peut être appréciée comme le second engagement éthique du psychiste. Ceci, puisqu'elle, j'ouvre les guillemets, soutient le psychologue dans sa pratique thérapeutique par l'entremise d'un processus de théorisation et de conceptualisation. La théorie devient une médiation particulièrement efficace entre le clinicien et sa clinique, fermez les guillemets, Aurélie Morin-Souvigné.
Dans ce contexte, intervient alors un troisième engagement éthique, enseigner. Celui-ci s'intrigue à mon sens à un certain devoir propre aux psychologues-chercheurs, celui de transmettre. Nos connaissances, issues de la recherche et offertes par la clinique, méritent d'être un objet de partage qu'il convient de mettre à la disposition des sujets désireux de s'engager dans les métiers du psychisme. Au fond, il n'y a qu'en partageant le germe de nos connaissances que l'on maintient vivants nos espoirs de les voir abonir. Item 1.3.2.2 Investigation en lien avec l'enquête ethnographique. Dans le cadre de ma recherche doctorale, il me semblait fondamental d'investiguer différents terrains et publics périphériques à mon activité professionnelle, par le biais de deux méthodes distinctes, toutes deux issues de l'enquête ethnographique, dont je présenterai les spécificités et pertinences dans la sous-partie suivante. La première méthode concerne les entretiens approfondis ou entretiens ethnographiques, Sylvien Beau, reposant sur le modèle de l'entretien non directif. Elle fut mobilisée auprès d'interrogés volontaires et anonymes. Ces entretiens pouvaient se tenir en couple ou en individuel, quelle que soit l'orientation, l'âge, l'origine ou la situation sentimentale de la personne. La méthode fut mobilisée dès 2020 dans le cadre de mon master de recherche, portant déjà sur le couple contemporain. Elle s'est étendue tout en évoluant jusqu'à fin 2022. Elle représente au total 26 entretiens auprès de 18 personnes seules ou en couple. J'ai rencontré à ce titre 2 couples en entretien non directif. Pour plus de lisibilité sur ces éléments relatifs au public, un tableau est disponible en annexe. La seconde méthode concerne l'observation participante et fut employée auprès de groupes de parole et d'échanges polyamoureux, d'ores et déjà constitués avant mon investigation. De fait, je ne conduisais pas le groupe mais étais un participant à part entière. La méthode de l'observation participante s'est étendue de 2021 à 2023. Étant donné que le chapitre 9 décrira largement la manière dont s'organise ce dispositif, je me contenterai ici modestement à maintenir le suspense sur cette investigation. Sous-partie 1.3.3 Réflexion autour de l'usage de l'enquête ethnographique. Dans une large part de ma recherche, l'enquête ethnographique, permettant de saisir les mœurs, us et coutumes d'un public en fréquentant son milieu, représentera mon cadre de référence. Avant de présenter la manière dont ces méthodes furent mobilisées, voyons quel public fut approché. Item 1.3.3.1 Prise de contact avec les interrogés et principes éthiques de respect des personnes. J'ai recouru de 3 manières différentes pour entrer en contact avec les interrogés ou observés. Le premier, le réseau amical et professionnel. Ce moyen fut employé uniquement pour les entretiens non directifs. Il me permettait d'entrer en lien avec les membres du réseau de mon réseau, amical, professionnel, associatif, par le biais du bouche à oreille. Lorsqu'un membre de ce dernier manifestait de l'intérêt pour ma recherche, se montrait prêt à être interrogé, je le contactais alors par téléphone pour convenir d'un rendez-vous physique ou en distanciel. La deuxième manière pour entrer en contact avec le public furent les réseaux sociaux. Ils furent d'un grand secours, Facebook et LinkedIn, en particulier pour l'observation participante, nous y reviendrons. Pour ce qui est de la passation d'entretien, je partageais sur mon profil un message décrivant les enjeux de ma recherche et le fait que je cherchais des personnes à interroger autour d'un entretien non directif, d'au minimum 1 heure, dans le lieu qui leur sied. La dernière manière fut la candidature spontanée. J'étais à la recherche de profils spécifiques qui m'ont demandé d'être proactif, aussi bien pour la passation d'entretien que pour l'observation participante. Par exemple, pour mes entretiens, je souhaitais interroger un prêtre et la chargée de communication du site extra-conjugal Glidden. Il me fallut alors les contacter par mail en présentant mes motivations afin qu'un rendez-vous puisse être convenu. J'eus peu de réponses favorables via ce biais, si ce n'est les 2 exemples précédemment cités. Ce fut, en revanche, un véritable levier pour intégrer le groupe de parole polyamoureux, nous l'examinerons plus en détail dans le chapitre 9. Concernant le choix du public, dans le cadre des entretiens, j'espérais obtenir une certaine parité de genre, d'âge, d'orientation sexuelle, de situation sentimentale, d'ethnie, de conviction religieuse, de nationalité, afin d'éviter, éthiquement, toute discrimination. Néanmoins, cela ne fut pas possible, dans la mesure où il aurait fallu que je stigmatise les profils des personnes interrogées, ce que j'ai refusé. Il m'a semblé plus intéressant d'accepter toutes les personnes ayant un intérêt pour cet exercice. Premièrement, car il est difficile de refuser tout matériel clinique, surtout lorsqu'on débute une recherche. Deuxièmement, car l'écart entre mes attentes et la réalité sont tout de même des données à interroger. À ce propos, un tableau synthétique récapitulera tout ceci, il est disponible en annexe. Concernant l'observation participante, j'étais déterminé à fréquenter les membres de la communauté polyamoureuse. J'estimais que ce public, s'inscrivant dans des relations plurielles, me donnerait à voir un pan singulier du rapport à l'exclusivité qu'ont certains couples contemporains. Pour l'heure, présentons la manière dont les entretiens se sont déroulés. Partie 1.3.4 Le cadre et la passation des entretiens non directifs ou le principe éthique de bientraitance et de non-malfaisance. J'ai choisi de ne pas utiliser uniquement des instruments préconçus tels que les questionnaires, car j'aurais pris le risque de me rendre aveugle au spontané à ce qui se passe là, j'aurais été aveugle au site, pour reprendre la formule d'Huberman et Mills.
Les entretiens que j'ai conduits se situaient au départ, 2019, sur une ligne de crête entre l'interview semi-directive, théorisée par Carl Roger, et l'entretien approfondi ou ethnographique. L'aspect peu structuré de ces derniers, non-directivité, me semblait risqué. J'avais la crainte de ne pas obtenir de données claires, à l'inverse de la semi-directivité, qui donne la sensation d'aller quelque part. Seulement, je dus me rendre à l'évidence, 2020, je ne savais pas réellement où j'allais moi-même. Alors comment éthiquement conduire l'enquêté à destination? Acceptant d'être dans l'incertitude sur la destination finale de mes entretiens, j'ai concrètement opté pour l'entretien non directif. C'est-à-dire que j'ai délaissé toute question préalablement orientée, laissant l'échange s'inscrire dans un registre conversationnel, limitant, éthiquement, l'extractivisme des témoignages. Il s'ouvrait à travers une question ouverte comme dites-moi comment vous vous représentez le fait d'être en couple, qu'est-ce que c'est pour vous, comment le concevez-vous, etc. Les relances, quant à elles, étaient formulées à partir des réponses de l'interrogé. Si des entretiens se renouvelaient dans le temps, je débutais régulièrement par une question ouverte de l'ordre de alors, qu'est-ce que vous êtes dit depuis la dernière fois quand je ne revenais pas sur un trait significatif récolté lors du précédent entretien. L'intérêt demeurait de vérifier l'écart potentiel entre sa première représentation et les suivantes, si ce n'est d'amener l'interrogé à expliciter davantage certaines énoncés partiels. J'utilisais donc une trame d'entretien sommaire, modélisée à partir des faits saillants obtenus au préalable. L'objectif demeurait d'amener l'interviewé à être le plus précis possible sur ses ressentis et éprouvés subjectifs, quand cela ne me conduisait pas à explorer plus encore certaines situations concrètes. Exemple, nous avons évoqué votre rencontre avec X la fois précédente. Peut-on y revenir? Qu'est-ce qui s'est joué avec elle ou lui? En bref, en fonction de la situation amoureuse de l'interrogé, célibataire ou en couple, de la configuration, entretien individuel ou coupable, j'adaptais mes questions à la singularité de mon ou mes interlocuteurs. De même, selon la nature de l'échange, il m'arrivait d'aborder d'autres points que ceux présents sur ma sommaire grille d'entretien. Toujours dans une démarche hypothético-inductive, il m'apparaissait important de me laisser surprendre par le public et son récit, d'accepter d'être guidé par son fil associatif. Précisons qu'au début de chaque entretien, notamment lorsqu'il s'agissait du premier, je rappelais le contexte dans lequel il s'inscrivait, une recherche doctorale, puis j'insistais sur le fait que ce qui m'importait était leur regard subjectif. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, disais-je. Effectivement, j'insistais sur le fait que ce qui était interrogé restait leur représentation en appui sur leur expérience. En ce sens, je rejoins les propos de Sylvien Beau. Lorsqu'on réalise une enquête ethnographique, la méthode de l'entretien, ouvrez les guillemets, est le plus souvent utilisée comme un pis-aller, une manière d'obtenir des informations et des points de vue sur un objet que l'on ne peut pas matériellement recueillir in situ par l'observation directe. Fermez les guillemets. Dimension matérielle inhérente aux entretiens non directifs. Matériellement, lors de mes entretiens, je m'appuyais systématiquement sur l'enregistrement sonore, dictaphone. Concernant ce dernier, je demandais le consentement des interrogés pour les enregistrer, tout en soulignant que la retranscription d'entretien serait anonyme et confidentielle, que je les citerais textuellement uniquement si cela a un intérêt scientifique et non un but de séduire le lecteur en ajoutant un effet de réel, pour reprendre Daudier. Également, je soulignais que l'entretien sera effacé à l'issue de mon recueil des données, pouvant aller jusqu'à ma dernière année de doctorat. Une question se pose cependant en lien avec cet outil utilisé pour recueillir les données. En recourant au dictaphone, ne bridons-nous pas la spontanéité des représentations? Effectivement, j'ai, rétrospectivement, interrogé cet élément du cadre de mes entretiens. L'enregistreur de poche est un levier utile pour le confort du chercheur, mais crée un biais. Durant les entretiens, j'ai régulièrement observé que les interrogés se reprenaient lorsqu'ils disaient quelque chose qu'ils estimaient inapproprié. Ils regardaient alors le magnétophone avec perplexité, me disant faudra enlever ça, ce qu'effectivement je faisais. Même si l'ensemble des interrogés ont accepté d'être enregistrés, je suppose qu'un dispositif tel comporte un frein. Les représentations impliquent une dimension personnelle et subjective que le dictaphone peut inhiber. Savoir que sa parole est figée dans l'enregistreur, qu'elle sera réécoutée, peut conduire certains à se réprimer ou à la surinvestir à d'autres fins, tout pain. Dimension spatiale de la passation des entretiens non directifs. Concernant les lieux où se sont déroulés les entretiens, cela a varié. Généralement, je proposais à la personne de décider d'un lieu où elle se sentirait en sécurité et en confiance pour échanger. Si elle était trop éloignée, géographiquement, le distanciel s'imposait. Dans l'immense majorité des cas, nous nous retrouvions alors dans un espace de sociabilité, bar ou restaurant. Une fois seulement, je fus convié au domicile d'un interrogé. Notons que ce choix de laisser les enquêtés déterminer l'environnement spatial de l'entretien comporte une limite. A priori, j'estimais que cela leur permettrait de se sentir acteurs du dispositif et que l'environnement qu'ils choisiraient me livrerait des informations analysables. Par exemple, est-ce que le contexte influence la manière dont on parle du couple et inversement? A posteriori, je dois reconnaître que ce choix de les laisser décider du lieu ne fut pas toujours pertinent, en particulier lorsque cela déstabilisait l'interviewé.
Rétrospectivement, il apparaît que ceci peut être vécu par certains comme un impensé du dispositif, notamment dans sa dimension de contenance. Certains appréhendaient déjà l'idée de se livrer sur leur représentation, y ajouter une certaine insécurité concernant le cadre spatial ne fut pas systématiquement ajusté. Sans doute aurait-il été judicieux d'adapter cela au cas par cas, en leur laissant l'opportunité de déterminer s'ils souhaitent ou non fixer l'espace où aurait lieu notre échange. Pendant de la méthode de l'entretien non directif ou la mise en tension du principe de justice éthique. Il m'a semblé intéressant, rétrospectivement, de m'interroger sur le bénéfice secondaire que pouvaient retirer les sujets interrogés en acceptant cette méthode. Certains ne se sont pas privés de me les livrer. Deux pistes sont revenues. La première, la narcissisation de l'interviewé, et la seconde, la psychothérapie déguisée. En ce qui concerne la narcissisation de l'interviewé, c'est l'une des personnes que j'ai reçues qui m'a glissé cette formule que je trouve à la fois humoristique et à propos. En effet, le fait d'être interrogé sur ses représentations, si ce n'est sur ses ressentis, concernant un sujet universel comme le couple, peut être valorisant. C'est également, d'après ces termes, une façon de donner sa vision sur la chose sans qu'on soit jugé. Avec toi, dit-il, je peux dire tout ce que je veux ou pense, tout haut, tu ne me contredis pas. En plus, c'est assez excitant de savoir que tu réutiliseras mes histoires dans ton dossier. Je ne sais pas, c'est comme si ma vie servait à la recherche. Loïs. D'une certaine manière, il est question de laisser une trace tout en se disant que notre vie a un sens puisqu'elle sert à quelqu'un. Ici, le chercheur et son laboratoire. Et à quelque chose, ici la recherche. En bref, elle satisfait l'idéal d'utilité typique de notre époque, comme le soulignait Jean-Pierre Pinel. La psychothérapie déguisée. Cela convoque nécessairement une dimension éthique. Il apparaît que certains interrogés espéraient, et parfois ont, trouvé dans nos entretiens des leviers afin d'investir de manière plus satisfaisante leur vie de couple. Le fait que je sois psychologue clinicien leur donnait l'espoir de récolter les fruits qu'une thérapie offre sans avoir à l'entreprendre véritablement. Autrement dit, c'est une manière d'amorcer un travail d'élaboration, éventuellement à visée thérapeutique, auprès d'un praticien du psychisme sans s'engager fondamentalement dans un processus psychothérapique. Quelque part, il y a une menace que s'engage une psychothérapie déguisée. À mon sens, cela n'est pas systématiquement un mal dès l'instant où l'enquêteur repère ce glissement. Il doit alors poser des limites à la relation interviewé-intervieweur. Et, surtout, il se doit d'orienter l'interrogé, demandeur d'engager un travail psychothérapeutique, vers des confrères, afin qu'il puisse élucider dans un espace contenant et neutre les zones d'ombre que les échanges ont pu mettre en lumière. Je tiens à préciser que ces deux pendants furent riches d'enseignements pour constituer mon identité de chercheur. D'une part, cela m'a appris que le cadre d'un entretien doit souvent savoir faire l'économie d'une forme de curiosité expérientielle de l'entretien. Autrement, nous prenons le risque de faire de l'expérience d'entretien l'objet d'analyse premier, délaissant ainsi l'objet pour lequel l'expérience d'entretien est conduite. D'autre part, cela m'a permis d'acquérir la conviction que le chercheur sera fatalement confronté aux limites de son dispositif durant une recherche. Chacune de ces limites devra être accueillie non pas comme un échec dont il s'affuble ou avec lequel il s'autoflagelle, mais comme de la donnée exploitable malgré son apparente imperfection. Autrement dit, il n'existe pas de dispositif parfait, pas plus qu'il n'existe de cadre parfaitement bien pensé pour l'enserrer. Fort heureusement sans doute, car tout impensé est une source d'information généreuse dès l'instant où le chercheur s'adonne à une analyse contre-transférentielle de son rapport à ces derniers. L'auditeur trouvera en annexe un tableau récapitulatif de ces entretiens non directifs de recherche. Recueil des données cliniques en lien avec la méthode de l'entretien non directif de recherche. Au fil de l'année 2022, j'ai procédé à une réécoute de l'ensemble de mes échanges ainsi qu'à une tentative de retranscription d'une majorité de mes entretiens. Étant donné que j'en ai conduit un certain nombre, je n'ai pas systématiquement effectué une réécriture de l'ensemble de ces échanges, me contentant, parfois, de reformuler les idées principales, abordées à toute fin utile. Cela me fut d'un grand secours lorsqu'au fil de mes avancées, j'étais amené à revenir sur certains passages à propos. Notons que lorsque des éléments me semblaient tout à fait en lien avec un item de ma recherche, à ce moment-là, je réalisais une retranscription fidèle. On appuie sur l'article Bruit-silence d'une posture à l'autre, le contre-transfert d'une retranscriptrice d'Aurélie Morin-Souvigné. Précisons que par retranscription, nous entendons le fait de transcrire quelque chose à nouveau. Ouvrez les guillemets. Le préfixe re, qui indique la répétition, traduit selon moi le redoublement de l'action de copier. En effet, le magnétophone effectue la première transcription. Il transforme des voix en signaux, électromagnétiques ou numériques, tandis que le retranscripteur s'attache à traduire cognitivement ces signaux en sons, puis à les coder sous leur forme dactylographiée. Fermez les guillemets. La retranscription, pour le transcripteur, est quelque part une invitation à une écoute rétrospective de son expérience vécue, ayant des effets contre-transférentiels qui méritent d'être soulignés. Contre-transférentiellement, j'admets que l'exercice de réécoute
et de retranscription ne fut pas chose aisée. Indépendamment des heures que cela demande, si ce n'est de la dimension chronophage de cette entreprise, elle me plaçait dans une autre position que celui d'intervieweur, celui d'observateur de l'entretien. Elle m'obligea à faire une autocritique, dans l'après-coup, de mes conduites des entretiens. Il ne fut pas rare que je déplore avoir manqué telle relance, que je m'accuse d'avoir interrompu l'interlocuteur au mauvais instant, ou que je m'incrimine d'avoir formulé une question ou reformulation fort peu judicieusement. Cela peut sembler anecdotique, mais je partage que ce fut également l'occasion pour moi de corriger quelques tics langagiers qui me parurent insupportables à terme, comme l'emploi systématique du mot effectivement et de l'expression du coup. Dans la continuité de ces quelques contrariétés, précisons que cet exercice de recueil des données fut enrichissant, en particulier en ce qui concerne mon vécu expérientiel du positionnement de sujet-chercheur. Bien que le recueil de données m'eût placé, face à mes manquements et limites, celui-ci m'engagea à une réécoute comme à une retranscription permettant de lire les informations sous un autre jour, souvent avec une lucidité appréciable. Elle offre le luxe de faire des liens nouveaux, a posteriori, et d'analyser ce qui se joue durant l'échange avec un recul salvateur. En somme, j'eus l'impression de vivre une clinique en deux temps. La clinique de l'instant, durant l'entretien, où le chercheur se laisse imprégner par ce qui se déroule tout en tentant de s'en déprendre. La clinique de l'après-coup, réécoute, retranscription, où il se déprend de ses imprégnations passées pour se laisser imprégner par celles qui sont agissantes en lui à bas bruit, comme si une forme d'inconscient du sujet-chercheur le précédait. Concernant l'observation participante, bien qu'il s'agisse de la méthode phare de l'enquête ethnographique, d'après Sylvain Beau, j'explorerai plus en détail le choix de celle-ci dans la partie suivante. L'observation participante. Je présenterai ici mon choix de recourir à la méthode de l'observation participante et ce que ce dispositif de recherche implique. Nous allons le voir, différentes étapes procèdent de son déploiement. Pour rappel, elle fut mobilisée auprès de groupes de parole et d'échanges dans des dispositifs polyamoureux déjà constitués avant mon arrivée. Dans cette sous-partie méthodologique, je laisserai donc de côté certaines considérations introspectives afin de me centrer sur la conduite de l'observation participante. J'insisterai simplement, afin d'amener un peu de contexte, sur le fait que j'avais une connaissance toute relative sur ce qu'est le polyamour en rejoignant ce milieu. J'ai donc fait le choix de ne pas recueillir mes données en appui sur une démarche hypothético-déductive. À mon sens, celle-ci m'aurait empêché de construire, pas à pas, un objet de recherche congruent avec les événements cliniques qui sont apparus. Ainsi, tout naturellement, l'observation participante s'est imposée. Cette méthode me semblait exemplaire pour interroger le terrain, s'en imprégner et surtout en rendre compte. Ceci en étant avec, en faisant avec, en s'immergeant dans le milieu enquêté. Secret des meilleurs travaux ethnographiques, nous livre Sylvain Beau. Cela étant dit, en appui sur l'article Observation participante de Georges Lapassade, je décrirai les différentes étapes de la construction d'une observation participante. Je précise au lecteur que je ne chronologise pas ces étapes, car en fonction des terrains investigués, elles peuvent s'organiser différemment. Je les ordonnerai donc à partir de mon expérience singulière. Néanmoins, avant d'engager ce projet, je présenterai succinctement l'histoire de cette méthode. Quelques mots d'histoire. L'observation participante est une méthode utilisée par les anthropologues, les sociologues, ou ethnopsychologues, dirait Lapassade, comme les psychosociologues, dont je me revendique. Cette méthode n'est pas nouvelle, car ceux la théorisant attribuent souvent sa paternité à Malinowski, suite à son écrit Les Argonautes du Pacifique occidental, datant de 1922. Lapassade souligne qu'elle remonte au XIXe siècle, où des précurseurs, comme l'abbé Dubois, l'ont initiée en anthropologie. L'école sociologique de Chicago a fortement contribué, elle, à la rendre populaire dans sa discipline. En psychosociologie, c'est plutôt l'ouvrage L'enquête en psychosociologie de 1985 d'Hélène Chauchat qui le démocratise. Quoi qu'il en soit, l'observation participante consiste à ce que l'observateur, j'ouvre les guillemets, tout au long du travail de terrain, prenne part à la vie collective de ceux qui l'observent, s'occupe essentiellement de regarder, d'écouter et de converser avec les gens, de collecter et de réunir des informations. Il se laisse porter par la situation, fermez les guillemets, Lapassade. Cela étant dit, voyons maintenant la première étape clé pour conduire une observation participante. La visée de l'observation. Cette étape, que je propose, consiste à identifier ce pourquoi nous réalisons une observation participante. Par exemple, s'agit-il de produire une étude, comme le font les psychosociologues, qui est à destination du public? S'agit-il d'un projet personnel destiné à satisfaire la curiosité de l'observateur? S'agit-il d'une démarche scientifique permettant d'agrémenter des connaissances nouvelles dans un ou des champs scientifiques spécifiques? Ou s'agit-il d'une activité d'observation à visée transformative comme proposer des dispositifs thérapeutiques innovants? Me concernant, la visée fut triple. Première visée, répondre à des exigences académiques, c'est-à-dire obtenir du matériel clinique pour nourrir ma thèse, condition sine qua non pour devenir impétrant. Deuxième visée, participer à enrichir les sciences du psychisme en ce qui concerne les relations dites plurielles par la description détaillée des comportements, manières d'être et
les modes de présence de soi, le tout dans la sphère du polyamour notamment. Troisième visée, élaborer des dispositifs, notamment psychothérapiques, adaptés aux éventuelles psychopathologies typiques de ce public. Il s'agit là d'une visée qui m'est apparue dans l'après-coup lors de la rédaction de cette recherche, le chapitre 12 en attestera. La négociation de l'entrée sur le terrain. La seconde étape reste la négociation de l'entrée sur le terrain, même si certaines observations participantes s'en délectent. En ce qui me concerne, cette négociation fut formalisée dans la mesure où j'ai sollicité la conductrice du groupe par mail pour intégrer les dispositifs Café Poly et Salon Lutine ANC. L'un est un groupe d'échange et d'information sur l'actualité polyamoureuse, l'autre est un groupe de parole. Durant cette négociation, j'ai explicité que j'étais doctorant, soit un chercheur affilié à un laboratoire de recherche, l'UTRPP en l'occurrence, que mes données seraient partagées, à minima, dans le cercle universitaire et scientifique, ce qui fut accueilli avec enthousiasme par la conductrice de groupe, puis par les participants. Notons que cette formalisation de l'entrée sur le terrain ne prédit pas pour autant l'instauration d'un lien de confiance avec le public. Cela relève, cette fois, de l'habileté de l'observateur et bien entendu de la disposition qu'ont les observés de l'accueillir. Clarification du rôle de l'observateur vis-à-vis des observés. La troisième étape de l'observation participante nécessite que celui qui la conduit puisse clarifier son rôle d'observateur. Est-il clandestin? Dissimule-t-il son activité d'observation au public ou explicite-t-il qu'il observe? En ce qui me concerne, j'ai opté pour la dernière option, en ce sens où mes activités d'observation furent rendues publiques dès le début auprès des groupes. Ce positionnement présente des avantages, notamment celui d'encourager le public à être acteur de son identité d'observer. L'observateur peut ainsi avoir accès à une grande diversité d'informations et même à des secrets si l'on sait qu'il en respectera le caractère confidentiel, signale Raygold. Toujours en ce qui concerne son rôle, l'observateur peut aussi être dans une participation périphérique, active ou complète, selon la passade. En ce qui me concerne, j'ai opté pour une participation active où le chercheur s'efforce de jouer un rôle et d'acquérir un statut à l'intérieur du groupe ou de l'institution qu'il étudie. Ce statut va lui permettre de participer aux activités comme un membre, tout en maintenant une certaine distance, nous dit la passade. Dernier élément à signaler, quant au rôle de l'observateur, il lui revient d'identifier si son observation participante est interne ou externe. En ce qui me concerne, elle fut externe, car je ne venais pas du dedans. L'observation participante externe, ouvrez les guillemets, c'est la condition habituelle du chercheur. Il sollicite le droit d'entrer sur le terrain qu'il fréquentera jusqu'au moment où il le quittera pour rédiger un ouvrage, un mémoire ou un rapport, voire une thèse. Fermez les guillemets. La juste distance face à la paradoxalité de la situation d'observation participative. La quatrième étape, qui est plutôt un point de vigilance que s'impose l'observateur participant, consiste à savoir tenir une distance relativement adaptée quant à son rôle dans la participation. C'est-à-dire que l'observateur doit faire avec, plutôt que faire contre, la duplicité de sa condition d'observateur. Effectivement, l'observation participante est un dispositif de recherche dont le caractère principal est de chercher à faire fonctionner ensemble, sur le terrain, l'observation qui implique une certaine distance, et la participation qui impose au contraire une immersion du chercheur dans la population qu'il étudie, nous dit la passade. Le recours à cette méthode m'a apporté quelques enseignements bienvenus. Mon contre-transfert en attestera au fil des pages de la partie 5. Elle peut s'avérer fort déstabilisante pour le chercheur. Elle le met à différentes places, parfois contradictoires ou paradoxales, le bouleversant parfois dans ses convictions, quand elle ne suscite pas de vives émotions. L'observation participante oblige, méthodologiquement, le chercheur à être vigilant, en alerte, à ne pas mettre ses éprouvés au cœur de son recueil des données. Elle nécessite de ne pas faire d'une expérience subjective une vérité qu'il voudrait générale. Elle appelle, en somme, à l'humilité, tout en lui imposant de mettre de la distance avec son objet. C'est la raison principale m'ayant conduit à quitter le terrain au milieu de ma deuxième année de thèse, nous le verrons. L'observateur participant, de son mieux, tentera d'éviter de rendre compte de ces données sous forme d'un témoignage contre-transférentiel où il n'analyse pas son recueil de données, mais laisse simplement apparaître ses éprouvés par suite de son contact avec le public. Il est assez crucial qu'il puisse s'en distancier afin d'engager un travail de, j'ouvre les guillemets, symbolisation rétrospective de l'expérience groupale vécue, fermez les guillemets, Morin-Souvigné, Bustros, Arabassi-Colac et Toupin. Ainsi, durant mon expérience, j'ai décidé de ne pas adopter le positionnement d'Erving Goffman qui invite l'observateur à devenir son public. Autrement dit, il aurait fallu, d'après ses recommandations, que je devienne polyamoureux. Peu enclin à cette perspective, j'ai opté pour une approche plus mesurée, dirais-je, en adoptant l'attitude scientifique proposée par Alfred Schreutz. Ouvrez les guillemets. L'observateur participant, ou le chercheur, sur le terrain noue un contact avec les groupes à étudier comme un homme parmi ses semblables. L'attitude scientifique ne détermine que le système de pertinence qui fonctionne comme un schème de sélection et d'interprétation, attitude que l'on laisse de côté pour le moment afin de le réintroduire par la suite.
cité par la passade. La récolte des données. La cinquième étape consiste à identifier le moyen par lequel le chercheur recueille ces données. Notons que dans mon cas, le public était informé de ces moyens. J'en ai utilisé trois. Le premier, lorsque j'étais dans des espaces groupaux formels, supposant l'absence d'échanges informels, était le dictaphone, comme dans l'entretien non directif. Notons tout de même qu'afin de respecter la protection des données, je n'ai pas utilisé le dictaphone de mon téléphone portable. J'ai privilégié un magnétophone n'ayant pas de lien avec un quelconque cloud. Le deuxième moyen que j'ai mobilisé fut l'écriture. Cela prit deux formes. Dans la première, je me suis attaché à rédiger un journal de bord, soit le journal de route Mossien, lorsque j'étais en présence du groupe ou entre deux séances. La seconde forme fut le recours à l'écriture automatique. Menant ma recherche seule, sans co-chercheur ou co-interprétant, je n'eus pas le luxe de m'appuyer sur la richesse d'une co-analyse inhérente à l'observation. Bien que je n'ai pas conduit le groupe, cette co-observation aurait pu donner lieu à des échanges inspirés de ce que les co-thérapeutes connaissent bien, l'intertransfert, entendu comme, j'ouvre les guillemets, l'état de la réalité psychique des psychanalystes en ce qu'elle est induite par les liens dans la situation de groupe. KS, fermez les guillemets. Pour pallier cette absence de co-interprétant, j'ai fait le choix de recourir à la méthode solitaire de l'écriture automatique proposée par le poète et écrivain André Breton. Elle vise à écrire, pendant 10 minutes, sans jamais lever le stylo de la feuille, l'ensemble de ce qui vous vient à l'esprit pour donner suite à une expérience clinique comme celle que je menais alors. À l'issue des 10 minutes, nous plions la feuille sans la relire et la laissons dans un coin de tiroir. Ce n'est que quelques semaines ou mois plus tard que ces éprouvés bruts seront relus, dans l'après-coup, par le rédacteur. Cette méthode, bien sûr, n'égale nullement une expérience mobilisant l'intertransfert. Néanmoins, elle offre la possibilité d'exprimer, à chaud, l'ensemble de ses éprouvés, questionnements et perplexités, notamment contre-transférentiels, sans tenter de hiérarchiser ou d'intellectualiser plus que cela ses ressentis. Quelque part, c'est un médium faisant fonction de lieu de dépôt. Il s'avère également riche lors du recueil des données, puisqu'il laisse apparaître les premières traces élaboratives. L'analyse des données. La sixième étape, et non des moindres, consiste à analyser les données recueillies. Je fus particulièrement attentif à ne pas négliger que, j'ouvre les guillemets, ce n'est pas l'étude du sujet, mais celle de l'observateur qui nous donne accès à l'essence de la situation d'observation, fermez les guillemets, d'Evreux. À ce titre, j'ai veillé à ce que les données soient analysées en prenant en compte trois axes. Le premier, l'axe comportemental des observés. Je me demandais quels sont les comportements que j'ai observés chez les sujets en situation. Le deuxième axe, l'axe indirect, je m'interrogeais sur les perturbations induites par ma présence et par mes actions dans le cadre de l'observation. Le troisième axe, l'axe contre-transférentiel, je me questionnais sur les comportements que j'avais en tant qu'observateur à l'époque, mais aussi durant la réécoute, puis l'analyse. Quelles furent donc mes angoisses, mes manœuvres de défense, et comment est-ce que j'ai tenté d'attribuer un sens à mes observations? La restitution des données. La septième et dernière étape, du moins en ce qui me concerne, fut de penser ce qu'il convient de faire des données recueillies et analysées. Cela implique de prendre en compte différentes sphères. La première sphère, pour moi, fut de circonscrire les espaces où j'allais partager les données obtenues. Voici les instances où elles furent et seront livrées. La thèse, des articles, colloques et séminaires, ainsi que dans des dispositifs de formation auprès de futurs praticiens du couple et de la famille, voire auprès des étudiants de psychologie que j'accompagne à l'université. La deuxième sphère, en ce qui concerne la restitution des données, demeure qu'acceptons-nous de partager au public grâce auquel nous avons obtenu les données. En ce qui me concerne, deux axes furent privilégiés. Le partage avec la conductrice de groupe et le partage à la communauté. Partage à la conductrice de groupe. J'ai partagé à la conductrice de groupe l'avancée de mes recherches autour d'entretiens individuels tout au long de ma recherche. De même, elle put participer à une session de formation que j'ai conduite auprès des étudiants du CNPG. Durant celle-ci, elle fut considérée comme une intervenante pouvant compléter mon exposé et ajouter des éléments que j'aurais omis. Ce temps fut extrêmement riche pour moi, car, en même temps qu'il engage un temps de transmission auprès des étudiants, praticiens du couple et de la famille, elle m'offrait la possibilité de communiquer mes avancées auprès de l'une des concernées de la recherche. En mai 2024, ma thèse étant globalement finalisée, j'ai proposé à la conductrice de groupe qu'elle propose à l'ensemble de la communauté que nous organisions un temps où je procéderai à une restitution orale de mes travaux. Pour l'heure, rien n'est encore acté en termes calendaires. Une seconde option, n'excluant pas la première, est envisagée. Transmettre une version vulgarisée de ma recherche auprès des participants des groupes polyamoureux. Ceux étant intéressés par mes travaux pourront ainsi me contacter par mail afin que je leur transmette ce document. Enfin, dernière sphère à avoir à l'esprit lors de l'observation participante, l'écriture. D'après la passade, ouvrez les guillemets, dans une perspective dite moderne, on a pu penser le travail d'écriture comme la dimension constitutive, essentielle de l'ethnographie. L'œuvre de l'ethnographe serait avant tout celle d'un écrivain, fermez les guillemets. L'ensemble de mon écrit, mais plus spécifiquement la partie 5,
témoigneront de mon activité observatoire participative. La manière dont fut pensé et conduit les entretiens non directifs et l'observation participante étant explicitée, voyons désormais la manière dont nous avons élaboré la rédaction des vignettes et des cas cliniques qui étayeront certaines de nos élaborations durant la recherche. Les cas et vignettes cliniques. Durant cette thèse, nous aurons l'occasion de présenter 3 cas cliniques. 2 seront présentés en annexe, 1 et 3. Par souci d'anonymat, nous y reviendrons. Il y aura aussi plusieurs vignettes cliniques, certaines seront intégrées à même le manuscrit principal, et 4 seront en index, pour les mêmes motifs présentés précédemment. Nous l'argumenterons prochainement, mais les cas cliniques désigneront des situations contextualisées, développées, historicisées, et incluront, ça et là, un partage de mes éprouvés contre-transférentiels. Ces cas donneront lieu, dans le manuscrit principal, à des analyses substantielles et, dans une moindre mesure, sont à considérer comme des situations cliniques paradigmatiques. Les cas cliniques concerneront des patients reçus en psychothérapie individuelle, 1 patient, ou de couple, 4 patients. Ces cas apparaîtront dans la thèse dans l'ordre suivant. Ahmed, sous-partie 7.4, Ella, annexe 1, la pollicule d'Antoine, Maxime, Olivier et Paul, annexe 3. En revanche, par vignette clinique, nous entendrons l'insert dans notre argumentaire d'illustration ou d'exemple clinique peu détaillé. En ce sens où la vignette n'inclura pas une anamnèse du ou des sujets, voire un examen de la dynamique transféro-contre-transférentielle en jeu, à l'inverse des cas. En somme, elles auront pour objectif d'étayer certaines de nos élaborations. Ceci, moins pour amener un effet de réel que pour couvrir davantage le spectre des complexités issues de la clinique coupale ordinairement rencontrée. Le choix de placer certains cas et vignettes cliniques en annexe. Afin de préserver l'anonymat de ceux le désirant, si ce n'est de ceux où cela s'impose, j'ai décidé de ne pas les intégrer, vignettes et cas, dans le corps de ce manuscrit, pouvant éventuellement être rendu public à l'avenir. Argumentons ce choix méthodologique et éthique. En ce qui concerne les cas cliniques, issus de ma clinique libérale, j'ai fait le choix de ne pas partager l'anamnèse, la psychopathologie et les mouvements transféro-contre-transférentiels ayant parcouru le dispositif thérapeutique dans le manuscrit principal. Ceci pour éviter la réidentification de ces patients par leur entourage ou le lecteur. Nous le verrons, ces derniers étant soit relativement célèbres, soit membres actifs de la communauté polyamoureuse. Dans un cas comme dans l'autre, ils appartiennent à un milieu plus ou moins restreint. D'où l'intérêt de préserver leur anonymat afin d'éviter qu'ils soient reconnus ou identifiés au regard de la singularité de leur histoire. Précisons que le seul patient faisant l'objet d'un cas clinique qui sera intégré à même le document sera Ahmed, qui a consenti de façon libre et éclairée en signant un formulaire de consentement. En revanche, le lecteur trouvera, ça et là, quelques vignettes cliniques issues de ma clinique libérale qui ne permettent pas d'identifier les sujets dans la mesure où la description sera sommaire. En ce qui concerne les vignettes cliniques procédant d'entretiens non directifs que j'ai placés en annexe, celles-ci s'y trouvent à la demande des interrogés concernés. Ils ont accepté d'être évoqués, anonymement, dans la thèse, mais ont refusé que leur histoire coupale figure à même le corps du texte principal. Les autres vignettes, issues d'entretiens non directifs, seront présentes dans le manuscrit principal, puisque les interrogés ont accepté d'être anonymement intégrés via le formulaire de consentement, et parce que mes propositions ne permettent pas leur réidentification de manière directe ou indirecte a priori. En ce qui concerne la vignette clinique issue de l'observation participante, placée en annexe 2, j'ai pris moi-même la décision de ne pas l'intégrer dans le manuscrit principal, malgré l'accord de principe de la conductrice du groupe. Car, nous le verrons, le cercle polyamoureux est un milieu restreint, la réidentification des sujets par des éventuels lecteurs de ce milieu serait une potentialité. En revanche, quelques inserts de verbatim ou des situations groupales succinctes seront placés dans le manuscrit principal dès lors qu'elles ne permettent pas la réidentification des sujets par d'autres membres de la communauté. Précisons aussi que lorsque je présente des dires et actions de la conductrice de groupe, c'est avec son consentement libre et éclairé. Bien que ces cas et vignettes cliniques soient réservés à la discrétion du jury de cette thèse, les lecteurs qui, eux, liront cette recherche sans ces derniers ne seront pas pour autant lésés, puisque je prendrai soin de suffisamment contextualiser mes réflexions pour qu'ils saisissent les enjeux de mes analyses, même en l'absence de cas paradigmatiques. La méthode de la rédaction des cas et vignettes cliniques. En ce qui concerne ma méthode pour rédiger mes cas cliniques, je me suis inspiré de la proposition de Nathalie Dumay et de Jean Ménéchal. Dans leur ouvrage 16 cas cliniques en psychopathologie de l'adulte, ils disent que la démarche méthodologique qu'ils préconisent est conduite et ordonnée autour de 5 points ou paramètres essentiels, certains plus que d'autres toutefois, dans la rencontre et dans la compréhension de l'autre en souffrance.
Voici les 5 points proposés et auxquels je me référais dans la rédaction, exploration et analyse de mes cas. Ouvrez les guillemets. Premier point, le diagnostic de la psychopathologie manifeste du patient. Deuxième point, l'organisation psychique sous-jacente à cette symptomatologie dégageant les caractéristiques et modalités majeures de fonctionnement psychique du sujet. Troisième point, l'analyse métapsychologique du cas selon les perspectives psychanalytiques, topiques, économiques, psychodynamiques et psychogénétiques. Quatrième point, le repérage de la dynamique transféro-contre-transférentielle en jeu dans la rencontre avec le patient. Cinquième point, les indications thérapeutiques assorties d'une hypothèse pronostique sur le sujet, dans la limite, bien évidemment, du possible inhérent aux données de chacune des observations et rencontres cliniques. Fermez les guillemets. En ce qui concerne la rédaction des vignettes cliniques, je pourrais user des 5 points proposés par Dumay et Ménéchal. Cependant, je m'attacherai principalement à centrer ma rédaction de la vignette sur un point clé, singulier et illustratif de l'argumentaire que je développerai. En ce sens, elles seront succinctes, intégrant le plus souvent des verbatims. Le choix des cas cliniques. Cette expérience de thèse me l'a enseigné, il n'est pas aisé de choisir ces cas cliniques. En cela que la clinique peut conduire à la recherche, pour y mettre du sens notamment, mais la recherche, elle, nous rappelle puissamment à la clinique. C'est-à-dire qu'en élaborant tel ou tel axe de ma thèse, tant de situations, rencontres et expériences vécues auprès des patients ou interrogés sont venues me chuchoter qu'elles souhaitaient apparaître dans mon écrit. Et pourtant, il est nécessaire de renoncer à certaines d'entre elles pour gagner en rigueur en circonscrivant sa recherche à quelques cas paradigmatiques. C'est ce que j'ai tenté de faire en organisant mon écrit autour de 4 cas cliniques qui concerneront des patients adultes de 23 à 40 ans, de genres différents, une femme, 5 hommes et un transgenre, originaires de France, 4 parisiens, 2 en région parisienne et un antillais. De contextes aussi socialement différents. 1 de la classe populaire, 3 de la classe moyenne et 3 de la classe supérieure, selon les références de Thomas Piketty. J'ai sélectionné ces cas car ils possèdent une dimension d'exemplarité dans le champ de la psychopathologie de la vie du couple. Sans pour autant prétendre à l'exhaustivité, laquelle ne saurait exister dans le champ de la clinique, nous rappellent Dumay et Ménéchal, ces cas sélectionnés visent à donner une représentation des formes majeures de la psychopathologie contemporaine dans la vie du couple. Le lecteur, ouvrez les guillemets, trouvera-t-il une illustration de certaines des grandes formes cliniques que revêt la souffrance et la désorganisation psychique, telle qu'on peut la rencontrer aujourd'hui dans divers dispositifs d'accueil et de soins qui plus est. Ceci allant de la psychothérapie clinique en libéral à la thérapie de couple clinique. Chacun de ces cas soulève des questions tant théoriques que techniques et thérapeutiques qui lui sont propres, mais également communes, fermez les guillemets. Tout cela étant dit, je terminerai ce chapitre en présentant une exception méthodologique au sein de ma démarche de recherche, le recours à une approche quantitative via un questionnaire. Le questionnaire, une exception méthodologique dans le cadre d'une démarche qualitative. En novembre 2022, il m'a apparu nécessaire de mettre en place un questionnaire afin de récolter des données systématiques et à plus ou moins grande échelle sur un point précis de ma recherche, le rapport des contemporains concernant la dimension utilitariste dans le couple. Chapitre 3. N'ayant aucunement obtenu d'informations substantielles en la matière, au détour de mes entretiens, de l'observation participante ou de mes expériences professionnelles, j'ai fait le choix de recourir à cette méthode quantitative mêlant des questions fermées et semi-fermées. Avant de le diffuser, je l'ai longuement remanié en le faisant repasser ou passer à mon entourage proche, collègues, amis. Lorsque sa version définitive m'est apparue, je l'ai formalisé avant de le diffuser via un lien sécurisé. Ce questionnaire et ses résultats sont disponibles en annexe 7. À l'instar de notre rétrospective en ce qui concerne la méthode de l'observation participante, je vais, ci-après, présenter les différentes étapes m'ayant permis de le diffuser et analyser. Pour ce faire, je m'appuierai sur le chapitre 13 de l'ouvrage Les questionnaires psychologiques, rédigé par les psychologues cliniciens Nathalie Camard et Cyril Bouvet. Voici les différentes étapes, non exhaustives, que nous présenterons. L'utilité des questionnaires, le public concerné, sa construction, diffusion et ses limites. L'utilité des questionnaires. Dans les questionnaires, ouvrez les guillemets, le sujet répond à des questions ou affirmations, mais à partir de possibilités de réponse qui lui sont proposées et qui sont préparées d'avance. Il n'est donc pas confronté à une situation de test au sens où il n'a pas à produire, trouver ou inventer une réponse par ses propres moyens. Fermez les guillemets. Par ailleurs, le questionnaire en psychologie clinique peut évaluer des troubles, les processus impliqués dans ces troubles ou les caractéristiques personnelles de sujet. Notre questionnaire, lui,
mesure l'intérêt que le sujet porte envers différents critères utilitaristes dans son choix du partenaire et puis dans son couple. C'est-à-dire qu'il vise à repérer sa position concernant ses choix d'un partenaire à partir de critères utilitaristes, par exemple, quelle importance accorde-t-il à la situation économique de l'autre lorsqu'il s'engage dans une relation? Le public concerné. Avant de présenter les interrogés, soulignons que la passation de ce questionnaire a débuté le 1er décembre 2022 et s'est clôturée le 24 juillet 2023. Ce laps de temps me semblait suffisant pour obtenir un échantillon représentatif suffisamment consistant. Je visais à minima 100 personnes car cela rend aisée la conversion en pourcentage. Finalement, ce questionnaire concerne 192 personnes. Le public ayant répondu à ce questionnaire n'est pas homogène. Il s'adressait, initialement, égalitairement aux hommes et aux femmes et non-binaires. Ce n'est finalement pas le cas, 138 sont des femmes, 50 sont des hommes et 4 sont non-binaires. De même, j'espérais qu'il y aurait une homogénéité en termes d'orientation sexuelle, ce qui ne sera pas non plus le cas car il y a une majorité d'hétérosexuels. Enfin, ce questionnaire fut rempli par une majorité de personnes disant être exclusives, couple monogame, soit 130 personnes sur 192. La construction du questionnaire. Dans sa construction, il fut pensé comme un questionnaire d'auto-évaluation, c'est-à-dire que l'interrogé s'auto-évalue dans son rapport aux items utilitaristes. Ouvrez les guillemets. C'est-à-dire qu'il répond lui-même, en fonction de ce qu'il ressent, estime, pense, croit, etc. On fait donc appel à son introspection. Fermez les guillemets. Plus prosaïquement, il est nécessaire de penser la consigne. Ouvrez les guillemets. La consigne d'un questionnaire sert à expliquer au sujet ce que l'on attend de lui, par exemple, qu'il doit choisir parmi plusieurs réponses possibles, à lui fournir des explications sur ce que signifient certaines réponses, s'il doit entourer ou cocher, s'il doit répondre par rapport à son état habituel ou se fonder sur son état durant la semaine écoulée, s'il s'agit de répondre en fonction de ce qu'il pense lui, et non en fonction de ce qu'il pense qu'il faudrait répondre en général. Fermez les guillemets. La consigne de ce questionnaire n'a pas répondu à ses obligations. J'ai proposé une consigne relativement incomplète pour la personne interrogée car je ne donne ni de consigne sur ce qu'on attend d'elle, ni d'explication opérationnelle, ni si elle doit répondre par rapport à son état d'esprit ou encore si elle est invitée à dire ce qu'elle pense. C'est ici un pendant de cette méthode quantitative que j'ai insuffisamment appréhendé. La construction m'a également conduit à interroger la dimension éthique. Ici, le questionnaire fut passé conformément aux bonnes pratiques et au code de déontologie des psychologues. J'ai informé de l'objectif et des modalités de la passation du questionnaire. J'ai laissé la possibilité au sujet, interrogé, de bénéficier d'une restitution des résultats. Il pouvait laisser son adresse électronique afin que je puisse lui donner des informations sur ce que ses réponses ont permis de comprendre ou d'apporter relativement aux objectifs. En ce qui concerne le mode de réponse, j'ai recouru principalement à un questionnaire en plus ou moins. Mode dimensionnel, la réponse se situe sur un continuum, cela permet de nuancer et d'affiner la réponse, ce qui permet une plus grande précision. Inconvénient, la cotation, le score, et l'interprétation sont plus complexes. Aussi, lors de sa construction, je me suis questionné sur sa pertinence. Camard et Bouvet soulignent que, j'ouvre les guillemets, pour être utilisé, en toute confiance et sur des bases scientifiques, les questionnaires doivent répondre à des critères méthodologiques, qualité métrologique. Fermez les guillemets. Celles-ci sont les suivantes. La validité, la fidélité et la sensibilité. En ce qui concerne la validité, ils doivent effectivement mesurer ce qu'ils sont censés mesurer. Ici, une représentation du degré d'intérêt que la personne interrogée porte envers certains items utilitaristes dans son choix du partenaire et dans son couple. En ce qui concerne la fidélité, cela est en lien avec la constance ou la stabilité des résultats. C'est-à-dire que le questionnaire doit produire le même résultat quelle que soit la personne, clinicien ou chercheur, qui le fait passer, et donner le même résultat à deux intervalles de temps proches. Ce dernier point est à relativiser car, dans mon cas, la fidélité des résultats peut varier car un sujet peut évoluer dans ses représentations. En ce qui concerne la sensibilité, les questionnaires doivent être sensibles aux différences individuelles, c'est-à-dire qu'ils doivent être suffisamment précis et discriminants pour permettre de différencier les individus entre eux. De même qu'ils doivent être sensibles aux variations dans le temps pour un sujet donné, c'est-à-dire qu'ils permettent de détecter des différences chez un même individu en fonction du moment. Notons que cette fluctuation dans le temps est également fonction de la dimension mesurée, élément que mon questionnaire prend pleinement en compte, comme, par exemple, lorsque le sujet interrogé est conduit à donner son genre, orientation sexuelle, le type de couple qu'il privilégie, non exclusif ou exclusif. La diffusion du questionnaire. Pour diffuser ce questionnaire, j'ai procédé de 3 manières différentes, ci-après présentées. La première, via mon réseau. J'ai partagé ce questionnaire à mon entourage afin qu'il le partage à son tour au sien.
Deuxième manière, via les réseaux sociaux. J'ai partagé le lien donnant accès au questionnaire sur mes réseaux sociaux personnels, LinkedIn et Facebook, en présentant les enjeux et la discrétion dont je ferai preuve lors du recueil des données. Le tout en invitant mes contacts à repartager ce dernier. Troisième manière, via des groupes Facebook fermés ou ouverts. J'ai proposé aux administrateurs de différents groupes Facebook ayant lien avec la thématique du couple de partager mon questionnaire auprès de leurs abonnés. Je leur précisais qu'il s'agissait d'un outil qui me serait d'un grand secours pour interroger la place de l'utilitarisme dans le couple. J'insistais sur la confidentialité et l'anonymat de ce questionnaire. Différents groupes ont accepté de partager ce questionnaire, ce qui me permit d'obtenir un échantillon conséquent de répondants par leur biais. Notons que les données récoltées, c'est-à-dire l'ensemble des réponses, furent transposées sur un tableau Excel facilitant leur analyse. La limite des questionnaires. À l'image de mon intention de départ, en construisant ce questionnaire, je maintiens mon souhait d'utiliser ces données quantitatives uniquement à des fins informatives et non comme des arguments se voulant irrévocables scientifiquement. C'est-à-dire que mes données n'ont pas la prétention de faire office de justification lorsque j'essaierai de les étayer. Tentons de saisir pourquoi. Camard et Bouvet soulignent quelques limites bien réelles des questionnaires en auto-évaluation. À savoir que le sujet interrogé peut donner, j'ouvre les guillemets, des informations erronées, pas nécessairement de façon volontaire d'ailleurs. Il peut ne pas avoir conscience de certaines choses, ou bien encore ses troubles ou sa personnalité peuvent influencer sa façon de répondre. Ou encore, il peut vouloir se présenter de façon favorable ou conforme à ce qu'il pense que le chercheur attend, désirabilité sociale. Tout cela représente des déformations que le chercheur ne peut pas toujours contrôler, mais dont il doit être conscient. Fermez les guillemets. De plus, bien que les questionnaires permettent de limiter la part de subjectivité du psychologue dans son évaluation, je garde à l'esprit qu'une méthode quantitative telle met en lumière principalement ce que son rédacteur souhaite au préalable chercher. De même, les éléments recueillis sont mis en lien les uns avec les autres en écho de sa propre lecture des événements. L'expression suggérant que les chiffres ne trompent pas est peut-être juste. Cependant, l'interprétation que l'on en propose, elle, le peut. Les résultats obtenus sont donc acceptables dans une juste mesure et sont pertinents uniquement si l'on s'accorde sur le fait qu'ils sont mis en relation et en corrélation suivant le prisme du chercheur qui les traite. Cela étant dit, notre exploration de la méthodologie et de la recherche étant à présent terminée, il m'apparaît désormais important de présenter le cadre épistémologique de celle-ci. J'exposerai ainsi les auteurs de référence auxquels je m'adjoins, tout comme certaines de leur conceptualisation. Je présenterai également la manière dont sera pensée la coupalité dans cette thèse, c'est-à-dire comme une réalité psychique dyadique particulière, à penser et écouter de manière éminemment groupale. Je laisse donc maintenant la main à Noan Cunin pour la lecture du chapitre 2.